Alors, nous y sommes tous. Bonsoir à tous. Je vous remercie tous d'être présents ce soir à cette réunion de présentation de nos EME Finances. Je me présente, je suis Annie Katzin, docteur en sciences de gestion, directrice générale de la compagnie académique de formation que je manage avec Monsieur Brissot Jean-Michel. Je vais vous donner le programme de cette réunion de présentation. Alors, nous allons commencer avec l'intervention de M. Brissot Jean-Michel qui va intervenir sur les aspects organisationnels de cette formation, vous parler d'ISM Paris et de cette belle aventure des EME et notamment de notre EME, de nos EME Finances. À sa suite, le professeur Servat interviendra sur les aspects pédagogiques de la formation, donc il vous présentera le programme et vous entretiendra sur tout ce qui est de la pédagogie de nos EME Finances. Et enfin, après son intervention, le professeur répondra aux questions liées à la pédagogie, bien sûr, toutes les questions qui sont en rapport avec les cours et tout. Il y répondra et après ces réponses, je pourrai rester avec vous pour répondre aux questions administratives, financières et organisationnelles. Voilà donc le programme de cette soirée. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne réunion. Donc, Monsieur Brissot, si vous êtes prêt, nous pouvons y aller. Bon, merci, docteur. Bonjour, professeur. Je vais donc prendre le relais et commencer à vous souhaiter d'abord, et pour moi aussi, la bienvenue. Euh, c'est quelque chose de particulier pour moi, les EME Finance, puisque nous avons commencé toute notre aventure avec la compagnie académique de formation, avec, avec comme choix de faire des masters en finance comme laboratoire. Mais ça, il y a plus de 15 ans. Donc, c'est quelque chose de particulier et que nous sommes heureux de voir toujours ces formations, euh, je dirais, sur le marché pour être dans le langage de gestion, mais et peut-être aussi de la finance. Mais c'est quelque chose d'important pour moi, personnellement, euh, puisque nous sommes, que ce soit le docteur Agni Katsin et moi-même, des petits passionnés de la finance par ailleurs. Voilà. Donc, ceci étant dit, euh, j'introduis mon discours par vous rappeler qu'effectivement, aujourd'hui, nous faisons cette présentation non pas en multiplex comme nous le faisions avant la Covid, euh, puisque à cause de cette pandémie, nous avons décidé de fermer toutes nos salles sur le continent et en Europe. Voilà. Donc, tout est en visioconférence aujourd'hui. Alors, je me présente, je suis Jean-Michel Brissot, le président de la compagnie académique de formation, qui en fait est le partenaire d'ISAE ISM Paris dans le déploiement de ces formations diplômantes délocalisées, que ce soit en Europe, sur le continent africain ou ailleurs, puisqu'on a aussi quelques auditeurs sur les autres continents. Le directeur d'ISM Paris Executive Education, le professeur Alain Rivière, qui devait être là ce soir avec nous, m'a demandé de l'excuser. Il est justement atteint de la Covid et donc se soigne. Voilà. Bon, pas grave pour l'instant et on espère que ça va rester dans des proportions acceptables. J'en profite pour remercier les représentants de nos partenaires institutionnels qui sont présents ou connectés ce soir ou qui ont prévu de l'être, et particulièrement aujourd'hui le professeur Auguste Kouakou, doyen de l'UFR de sciences économiques et de gestion de l'université Jean Rounion Guédé de Daloa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui va désormais être un nouveau partenaire et héberger donc toutes nos formations dès cette rentrée. Quelques mots sur ISAE ISM Paris. ISAE ISM Paris est une grande école d'ingénieurs française publique, donc de l'État français, je le précise pour différencier par rapport au privé. Elle a été créée il y a plus de 70 ans, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale,
comme école d'application de la plus prestigieuse des grandes écoles d'ingénieurs françaises, l'école polytechnique. Au départ spécialisée dans l'armement, elle est devenue la référence française et internationale en ingénierie mécanique, donc les voitures, les avions et enfin l'aérospatiale. Confronter cette école, cet institut à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû s'adapter, hein, et elle a élargi ses compétences. Et c'est ainsi qu'ISM Paris, ISAE ISM Paris a, par exemple, été à l'origine, il y a maintenant quelques décennies, mais c'est récent, à l'origine du logiciel CATIA, sur lequel et pour lequel Dassault Systèmes a créé en 1981, a été créé, pardon, Dassault a créé Dassault Systèmes. Et je vous en parle parce que ça montre bien qu'on peut partir de fondations qui sont par exemple l'armement, de la mécanique et faire de la finance aujourd'hui. Et là, c'est en passant par la 3D dynamique qui fait qu'au départ, utiliser ces savoirs qui étaient utilisés dans la mécanique au sens physique du terme, a été prolongé par Dassault Systèmes dans des applications dans tous les secteurs d'activité désormais, partout dans le monde. Voilà. Alors, ISAE donc, a continué sa diversification et son ouverture, et désormais, elle est intégrée, elle fait partie intégrante du groupe ISAE voulu par les pouvoirs publics français, qui regroupe toutes les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises en matière d'aéronautique et d'aérospatiale. Voilà, donc ça c'était la présentation générale. Vous voyez que c'est une école qui a effectivement de très belles fondations, même si elle n'est pas aussi connue que certaines écoles de gestion, comme HEC, vous en entendrez parler tout à l'heure. Mais dans son métier, dans ses spécialités et dans ses ingénieurs, il y a effectivement quelque chose que vous retrouverez lors de cette formation. Et c'est pour ça que son département d'Executive Education, donc ISAE, ISM Paris Executive Education, a été créé et propose des masters d'excellence. C'est la volonté affichée sous un format qui, lui, par contre, a été initialement imaginé et développé par la compagnie académique de formation, donc CAF, et ces diplômes ayant un nom désormais qui s'appelle donc des Executive Master of Engineering. Alors, nous sommes petits cocorico, il en faut de temps en temps, bien que la CAF ait son siège en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers qu'ISAE, ISM Paris, ait choisi et nous ait fait confiance. Juste petit rappel, avant elle, pendant, donc, on a d'autres grandes écoles françaises qui ont fait confiance à ce modèle pédagogique. Il y a eu Euromed Business School, Cage Business School et EM Lyon Business School. Vous le voyez, on avait développé des masters en finance préalablement avec ces grandes écoles, sous ce format. Voilà. Alors, c'est quoi un EME? Un EME, c'est un master suivant la norme LMD, c'est-à-dire un bac plus 5 français. C'est une école française qui est publique, qui diplôme donc à ce niveau-là. C'est donc le diplôme d'ISAE, ISM Paris. Ce n'est pas une une co-diplomation. Hein, vous serez étudiant français, délocalisé, mais français. Et le diplôme, c'est celui-là, pour qu'il n'y ait pas l'impression qu'il y a un sous-diplôme pour ceux qui sont délocalisés et par rapport à ceux qui seraient directement en France pour faire ce master. Donc, il y a un seul diplôme, peu importe où vous êtes. Vous serez donc, pour l'école, porteurs de leur propre réputation. Ça ne sera pas un sous-diplôme ou un diplôme dit de coopération. Mais par-delà le diplôme, le plus important pour nous tous, c'est l'acquisition de votre savoir-faire, l'acquisition de vraies compétences, mais aussi le développement d'un certain savoir-être, et on en parlera plus tard.
C'est là notre véritable objectif, partagé naturellement avec les directions pédagogiques de chaque filière. Nous voulons que nos diplômés soient en capacité à accéder rapidement aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, les administrations, et peu importe laquelle, que ce soit dans votre pays ou ailleurs. On veut que vous ayez, nous avons de l'ambition, on veut que vous ayez de l'ambition, mais on a de l'ambition pour vous, et à ce titre-là, c'est pour ça qu'on veut que vous ayez de vraies compétences. À la sortie, vous devrez donc atteindre un niveau d'excellence internationale. Un des corollaires, vous l'avez sûrement compris, chez nous, on n'achète pas un diplôme. C'est pas parce que vous allez payer votre formation que vous allez avoir votre diplôme. Que ce soit bien clair. Ceux qui veulent acheter un diplôme, il vaut mieux passer votre route, votre chemin. Ça ne sera pas le cas. Nous ferons tout pour que vous soyez diplômé. On prendra le temps. Et s'il faut que vous fassiez plusieurs fois des rattrapages, eh bien, vous les ferez. Petite indication, ces rattrapages ne seront pas payants. C'est bien pour vous montrer, d'accord, ils nous coûteront, hein. Je parle des futurs gestionnaires en finance, donc ça vous doutez bien que nous, ça va faire des charges, mais ce n'est pas le souci. Notre souci, c'est que vous ayez acquis les compétences, et s'il vous faut un peu plus de temps, vous prendrez un peu plus de temps. Vous serez alors, si vous avez réussi, on l'espère, votre challenge, vous serez in fine, alors soit vous avez fait le M1 puis le M2, soit vous êtes rentré en parallèle sur le M2. Donc à la fin de la diplomation, je le rappelle, en LMD, elle est la fin du cycle, donc à la sortie du M2. Vous serez alors un véritable maître ingénieur, titulaire d'un Executive Master of Engineering, ISAE, ICSM Paris. Alors pourquoi je dis maître ingénieur? C'est important pour nous. Maître, ça c'est normal, c'est parce que vous serez diplômé d'un master et que vous devrez maîtriser les compétences qui y sont attachées. Mais ingénieur, c'est parce que vous aurez acquis l'esprit ingénieur. C'est quoi l'esprit ingénieur? Par exemple, c'est que vous ne vous satisferez plus d'une seule solution à un problème. Vous en exigerez à vous-même et à vos équipes plusieurs pour pouvoir faire un véritable choix. Ou encore, ça c'est important pour les financiers, vous deviendrez, je l'espère, et je me suis toujours appliqué à cela vis-à-vis de nos auditeurs, vous deviendrez humble. Parce que vous aurez pu, je l'espère, pendant cette formation, apprécier tout ce que vous ne savez pas. Et que j'espère que le monde des certitudes, des sachant-tout, sera bien loin derrière vous. Quand on parle de finance, on parle du futur, on parle de risque. Celui qui arrive là-dedans avec des certitudes, il est quasi sûr de se planter. L'esprit ingénieur, c'est ce que, je répète, nous voulons que vous ayez en sortant, diplômé. Vous serez alors, si nous avons réussi, en mesure de voir, de situer une problématique, puis de la placer dans son contexte, de proposer, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs solutions, mais ce n'est pas fini, de convaincre de votre choix, soit votre comité de direction, votre comité exécutif, voire votre conseil d'administration, et bien sûr, vous serez en capacité de les mettre en œuvre, de les faire mettre en œuvre, enfin, tout au moins la solution qui aura été choisie. Alors, vous comprendrez ainsi, et assez rapidement, l'intérêt et la nécessité du travail à plusieurs devant l'importance des sujets à traiter. En finance, on ne rigole pas. Les effets, entre guillemets, leviers sur une décision peuvent être dramatiques pour des institutions, euh, des entreprises, bien entendu, et donc il faut être toujours prêt à aller écouter à côté, ailleurs, euh, pour se faire une idée, d'accord, et développer les solutions choisies
très important de savoir travailler en équipe. Malheureusement, plus vous allez monter dans la hiérarchie d'une organisation, ben, vous aurez de moins en moins de personnes à qui parler. C'est normal, hein, puisque vous êtes maître de votre art et par essence, il y a plus grand monde qui en saura beaucoup plus que vous, si vous êtes sérieux et que vous vous mettez à jour, bien entendu. Mais en contrepartie, vous serez responsable de vos décisions. Et c'est pour ça qu'un bon maître ingénieur, et je le répète, c'est s'entourer et c'est travailler avec d'autres personnes. Alors, ça veut dire que si nous voulons atteindre nos objectifs, vous allez devoir, pendant cette formation, travailler à la fois en autonomie et aussi souvent en groupe. Comment se déroule la formation? Vous allez alterner le travail en autonomie depuis chez vous et le travail en groupe dans la salle dédiée. Bon, pour le moment, ça sera une salle virtuelle pendant la Covid. Et dans tous les cas, il y avait toujours des salles virtuelles, puisqu'on avait des gens qui étaient des auditeurs qui n'étaient pas à proximité ou qui étaient en déplacement professionnel et devaient se connecter. Donc ça, c'est prévu, ça a toujours été organisé. La Covid n'a rien changé dans notre mode de fonctionnement. Les EME donc, sont construits avec des modules indépendants et successifs. C'est très important pour nous. Vous allez travailler à fond sur un sujet pendant un module et vous ne serez pas perturbé par d'autres sujets. Alors, pas tout à fait vrai, puisque vous aurez deux projets, deux modules qui sont transversaux, le module d'apprentissage, enfin, de pratique de l'anglais financier, et pour ce qui est du M2, le projet qui sera à un moment donné à cheval sur vos modules de finance. Alors, pendant la première phase, donc je vous ai dit qu'il y avait 3 phases. Une première phase, pendant que vous allez travailler sur la plateforme, une plateforme pédagogique, sur laquelle vous allez disposer des cours et de tests. Et ces tests ne sont pas là pour vous noter en tant que tel, ils sont là pour vous aider à vérifier que vous avez bien tout compris. Donc, votre objectif, et niveau pédagogique pour nous, c'est très clair, votre objectif, c'est de réussir complètement les tests qui vous sont proposés par vos enseignants. Et vous pourrez vous y reprendre à plusieurs reprises. Bien sûr, c'est pas exactement les mêmes. Il y a des tirages aléatoires, il y a des fonctions variables, peu importe, mais c'est la même philosophie qu'on veut vérifier si vous savez bien le faire, que vous devez vérifier si vous savez bien les faire. Et pour cela, il n'y a pas de limite. Vous pouvez y aller, revenir, refaire jusqu'à obtenir 100%. On ne peut pas se dire qu'en finance, on fait à moitié un calcul. C'est impossible, on ne peut pas. Hein, donc, il faut que vous arriviez, je parle du calcul, mais de prendre la bonne formule, entre guillemets, de faire la bonne analyse. Donc, il faut absolument que vous soyez habitué à travailler avec ce niveau d'exigence. Vous parlez de savoir-être tout à l'heure. On n'est pas à moitié financier, on l'est complètement. Et on cherche à devenir excellent. On va vous aider, et si vous nous écoutez, au niveau de votre rythme de travail, eh bien, vous y arriverez. Quel que soit votre niveau initial, si vous nous suivez, vous y arriverez. La deuxième phase, c'est le séminaire, ce que nous appelons le séminaire. Il se déroule toujours en week-end. Et dans la salle dédiée, si elle est ouverte, bien sûr, mais de toute manière dans une salle virtuelle. Et vous travaillerez la plupart du temps en groupe sur un cas. On parle de cas, vous avez l'habitude sûrement, vous êtes gestionnaire, donc on va prendre un cas réel, entre guillemets, ou des extractions d'un cas pour vous faire travailler particulièrement tel ou tel sujet. Alors c'est plus vrai en M1, où on va travailler sur plutôt des exercices tests, etc. Et puis plus vous allez monter dans votre formation, plus les cas seront des cas réels, sur lesquels vous aurez à traiter sous l'angle du module, bien entendu, puisque le cas, il représente une réalité, et la réalité, elle n'est pas suivant la découpe de notre formation.
Et ça, grosso modo, ça part de 8 heures du matin GMT à peu près, et ça peut arriver à 18 heures, hein. Donc là, c'est un gros moment. Ce moment, vous allez le faire en groupe, pas tout le temps. Une partie sera, première partie sera en individuel, parce qu'il faut que vous décryptiez bien le sujet, et ça, c'est un problème personnel. Enfin, c'est une attitude personnelle, donc on y tient. Et ensuite, vous allez essayer de résoudre ce problème-là, et ensuite, avec l'enseignant, vous allez travailler à comprendre le pourquoi des choses. Pourquoi vous avez fait juste, entre guillemets, et pourquoi vous avez fait faux. En fait, ce qui est le plus important pour nous, c'est que vous compreniez complètement le cas, soit à 360 degrés, et, et donc de savoir le pourquoi d'une réponse et pourquoi telle autre aurait été idiote ou pas adaptée. La troisième phase, elle est académique. Il le faut, puisqu'il y a une diplomation reconnue à la sortie, et donc il y a un examen individuel que vous ferez pour vous en finance le mardi qui suit le séminaire à 18 heures GMT. Alors tout ça, après, ça va vous dira les plannings, comment ça fonctionne, etc. Mais ça, c'est la structure de la formation. Alors, bon, ça, c'est de l'agenda, on va dire, de l'organisation, de la gestion de projet. Maintenant, je vais vous sortir les singularités des EME. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, ça en fait partie. Vous allez avoir à travailler un seul module à la fois. Donc, si vous avez 8, 7, 6, 10 modules, peu importe, ça dépend des formations, ben dans ce cas-là, ben vous aurez, au niveau de la finance, vous allez en travailler qu'un seul à la fois. La deuxième singularité, c'est que vous allez être évalué sur votre assiduité, sur votre travail fourni, et bien sûr, sur votre compréhension et vos savoir-faire acquis. Donc, comme vous le voyez, nous tenons beaucoup à ce que vous intégriez, si vous venez faire cette formation chez nous, que vous ne pourrez pas vous dire ben, j'attends la fin, juste ça, c'est pas possible. Vous allez devoir travailler d'une manière régulière, et surtout, vous allez devoir être présent aux certains moments qui sont dans votre agenda, à savoir donc les séminaires et les examens. Lors de vos tests, de vos séminaires, de vos examens, troisième singularité, très importante, et là c'est vraiment un changement pour vous, j'en suis pratiquement sûr pour tous, vous aurez droit à toutes vos ressources pédagogiques. Ça veut dire que vous aurez droit à vos cours, à regarder vos cours, vous aurez droit à vos fichiers Excel avec vos calculs, vos formules, vous aurez droit, bref, à tout ce que vous voulez, de ce qui vous est votre patrimoine, c'est-à-dire tout ce que vous aurez acquis pendant cette formation et au fur et à mesure. Donc, pendant les séminaires, mais les tests, et y compris l'examen, vous avez droit à tout ça. La seule exigence que nous avons lors de l'examen, c'est que vous est formellement interdit, quitte à être exclu, de communiquer avec qui que ce soit et sous quelque forme que ce soit avec autrui. Alors, on a les appareils qu'il faut, qui nous permettront de valider cela au niveau administratif, hein, vis-à-vis des autorités. Mais nous, c'est pas ça. C'est votre esprit que nous voulons. C'est le moment où on va vous évaluer. Donc, il faut que vous vous évaluez. D'accord? Et c'est vous. C'est pas le copain, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, très important. Vous avez bien compris. Nous n'allons pas évaluer votre mémoire, mais votre savoir-faire. Donc, pas de stress d'avoir oublié quoi que ce soit, mais il vaut mieux bien le savoir pour le faire, mais ce n'est pas notre objectif. Et je pourrais vous dire qu'on va même plus loin, parce que nous ne cherchons pas à faire le podium des Jeux Olympiques, nous ne cherchons pas à avoir les meilleurs en vitesse. Ce qui nous importe, c'est une démarche pragmatique. Ce qu'on veut, c'est que vous sachiez faire, dans un délai bien sûr imparti, mais s'il faut, et c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire si nous considérons que habituellement on donne 2 heures pour faire
tel examen, il est habituel que nous rajoutions du temps, 2h30 par exemple, pour laisser le temps à ceux qu'il faut, à qui nécessite et qui leur nécessite un peu plus de temps de réflexion ou de démarrage, parce que dans la réalité et professionnellement, sauf quelques métiers, il n'y a pas à prendre ceux qui vont le plus vite. Ça ne sert à rien une demi-heure dans une journée d'un travail, c'est rien. D'accord? Donc c'est pas le sujet. Et c'est pas notre vocation. On n'est pas là pour brimer, mais vous donner la plénitude de votre savoir-faire. Alors, autre singularité, c'est un corollaire de la précédente, mais je le précise, de la deuxième singularité, c'est-à-dire l'assiduité, la présence au séminaire et aux examens est obligatoire. Aucune excuse n'est acceptée. Aucune. Quoi qu'il vous arrive, c'est obligatoire. Donc, si vous n'êtes pas là, je vous le dis tout cru, vous n'êtes pas là à un séminaire, c'est 0. Vous n'êtes pas là à un examen, c'est 0. Vous allez me dire, oui, mais si j'ai un accident, je suis à l'hôpital. Oui, oui, pas de problème, c'est 0. Alors, si vous avez un justificatif, nous avons eu pas mal de bébés qui sont nés soit pendant les séminaires, soit pendant les examens. Nous avons eu malheureusement des accidentés. Voilà, nous avons eu des gens qui étaient dans des situations impossibles, où ils ne pouvaient pas se connecter ou venir dans les salles, peu importe, ça peut arriver. Il y a des justificatifs, la plupart du temps on le sait avant, donc on prévient. Et à partir de ce moment-là, vous aurez toujours 0, mais vous pourrez bien sûr participer au rattrapage. D'accord? Si vous n'avez aucune excuse, vous aurez 0, et vous repartirez pour une session ultérieure. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est important. Pourquoi? C'est la seule contrainte qu'on vous inflige. Si vous êtes admis, vous aurez un planning, un calendrier qui est fixé, qui change, je ne peux pas dire jamais, parce que c'est pratiquement le cas à 99,9% des cas, mais c'est pas jamais, c'est le futur. Je peux pas, il y a un risque. D'accord? Il puisse changer. Donc, mais vous allez la voir, c'est pas beaucoup, hein. Si, je sais pas, si vous avez 8 modules ou 7 modules, disons 8 modules, eh bien, ça fait 8 samedis ou dimanches. Vous l'avez, le planning vous est donné, il est défini pour l'année, donc il n'y a pas de problème à arrêter. Prenez un congé, hein, s'il y en a qui travaillent le samedi ou le dimanche que prévu, etc. Vous l'avez, prévoyez-le si vous travaillez. Ça, c'est le premier élément. Vous le savez. Et vous avez ensuite en soirée à 18h, le mardi qui suit, donc c'est fixé aussi, 8 examens. Voilà les seules contraintes que vous avez pour arriver à suivre nos formations. C'est pas beaucoup, et donc en contrepartie, on est très exigeant là-dessus. Ensuite, pour ce qui est du M2, vous avez un module projet. Il est très important pour votre master, il pèse 1/3 des crédits pour votre diplomation. Vous aurez à traiter en groupe un projet issu d'une problématique réelle et sur 6 mois. Donc du 9e au 15e mois, sachant que le M2 dure 15 mois, le M1 dure 9 mois. Et donc vous aurez sur 6 mois, donc à cheval, pendant 3 mois avec les modules, et puis 3 mois qui vous restera seul pour... vous n'aurez plus que ça à faire en groupe. Et donc vous aurez un rapport à fournir et une présentation dite poster le dernier mois, le 15e mois de l'EM2. Voilà pour ce qui est, grosso modo, bien entendu, la présentation de notre modèle pédagogique et des conséquences pour vous. C'est complètement différent de ce que vous pouvez voir habituellement, hein. C'est ni du présentiel ni du distanciel, hein. C'est du blended, c'est un peu les deux. Vous le verrez si vous le faites, vous êtes coaché, hein. Ça veut dire qu'on ne va pas vous lâcher. On verra si vous êtes venu sur la plateforme ou pas, tel jour, telle heure, combien de temps vous avez fait, combien d'exercices, lesquels, si vous les avez réussi, pas réussi. L'objet, c'est pas de vous fliquer, hein. L'objet, ça va être, au contraire, de vous accompagner, de vous aider,
Et donc, vous aurez une petite voix qui vous appellera ou vous enverra des petits messages WhatsApp ou autres, d'accord? Plus dans la classe qui vous permettront de communiquer entre vous. Vous verrez, vous ne serez pas seul, et sans parler, bien sûr, des interactions et des relations avec vos enseignants. Mais ça, Jean-Marc Servat vous en parlera plus tard. Voilà, donc le jury, les jurys d'admission sont en cours. Vous pouvez bien sûr encore candidater, si cela n'est déjà pas fait, mais ne tardez plus parce qu'il est temps. La rentrée aura lieu le 6 octobre pour le M2 ingénierie financière et le 13 octobre pour le M1 finance. Alors je rappelle, la M1, c'est une propédeutique pour le M2, soit finance d'entreprise, soit ingénierie financière. Finance d'entreprise, c'est plus axé sur les flux, hein, donc la gestion des flux financiers, etc. L'ingénierie financière, c'est l'utilisation des flux pour travailler les hauts de bilan. Et donc, ça, de toute façon, Jean-Michel Servat vous en parlera. Cette fois-ci, la rentrée d'octobre. La rentrée d'octobre concerne pour le M1, il est commun aux deux, donc concerne les deux filières. Le M2, il ne concerne que l'ingénierie financière. Voilà, ce qui va le faire de la finance d'entreprise, donc plus axé sur la gestion de trésorerie, des fluidités, etc. Ça, c'est des rentrées, la prochaine rentrée est en janvier. Voilà. Je voudrais revenir juste avant de finir mon intervention sur un point particulier, mais qui à mes yeux est très, très important. Si vous êtes admis, vous allez bénéficier d'une formation réellement d'un niveau exceptionnel. Grâce d'abord, bien sûr, à une équipe pédagogique qui est passionnée, mais cette chance de pouvoir bénéficier de leur science, de leur enthousiasme, de leur volonté, je vous demande de bien en profiter. Et surtout, ne pas la gâcher en vous disant oui, plus tard, vous savez, les Sénégalais, souba, basouba, hein, ou on verra plus tard, je remets au lendemain. Non, profitez-en. C'est rare. Ce qu'on va vous proposer, c'est rare. Profitez-en. Ce master, il est exceptionnel par la qualité de son programme, je n'en doute pas, vous verrez. Vous allez vraiment acquérir non pas des savoirs pour des savoirs, c'est pas le Parnasse du savoir, vous allez acquérir des savoir-faire. Et je l'espère, je vous l'ai dit, un certain esprit qui sera dynamique pour vous et votre carrière. Mais il est exceptionnel aussi par la qualité de son équipe pédagogique. C'est elle qui vous procurera des outils que peu de personnes maîtrisent et que vous devrez vous mettre et permettre de résoudre des problématiques à la fois passionnantes et souvent complexes. Les équipes pédagogiques ont fait un travail considérable pour vous permettre de traiter toutes ces dimensions de la finance. Alors, pour moi, c'est une réussite et une véritable fierté pour nous tous d'avoir réussi ce formidable challenge et je voudrais vraiment que ceux qui vont participer l'aient bien en tête et essayent d'en profiter, je le redis, au maximum. Avant de terminer, vraiment, un mot de la directeur du programme, de la directrice des programmes de finance d'ISAE ISM Paris, c'est le professeur Anne Frisch, qui est professeur associé à HEC Paris, qui ne se présente plus, HEC, surtout pour vous qui êtes en finance, enfin en gestion ou d'origine. Elle a constitué autour d'elle une équipe d'enseignants vraiment exceptionnelle, tous passionnés par la finance et qui ont des parcours, vous le verrez, professionnels remarquables. Alors, vous le savez, moi, je voudrais que vous ayez les yeux ouverts. Mais l'actualité est souvent cruelle, si elle ne l'est pas toujours, quand il s'agit de révéler des manques. Cette crise du Covid a mis en avant, si vous voulez, l'énorme manque de cadres, et surtout de cadres supérieurs, capables d'en traiter correctement maintenant les conséquences, mais aussi d'en prévenir de nouvelles crises. Alors j'espère que vous saurez profiter de cette magnifique opportunité qui est cette AEME
de finance et que vous saurez devenir les leaders de demain. Je vous remercie de votre attention et je vais maintenant laisser la parole au professeur Jean-Marc Servat, qui est lui-même diplômé d'HEC, qui, vous allez le voir, enfin, vous le dira sûrement, fait partie du SMSG, c'est-à-dire le groupe de conseil au niveau de l'Europe pour ce qui est des moyens de paiement, enfin, au niveau, et plus exactement, je crois qu'il vous l'expliquera, il est représentant des stakeholders, donc des parties prenantes sur le marché, les marchés et les marchés et les actions. Et de l'autre côté, au niveau de la Banque centrale européenne, il est aussi membre du Conseil des paiements de détail, etc., en Europe. Tout ça, il vous expliquera. Vous voyez, c'est un vrai pro de la finance et de surcroît, il est président de l'Association européenne des trésoriers d'entreprise. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse, vous le voyez, en de très belles mains et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci. Merci beaucoup, Nick, de me donner la parole et Jean-Michel. Difficile de passer. Vous avez passé de très beaux messages, je trouve, qui ont résonné beaucoup pour moi, en particulier quand vous parliez d'humilité. Je pense que c'est une condition nécessaire pour apprendre toute la vie. Je crois que beaucoup d'entre nous continuons à apprécier et à vouloir apprendre. Je pense que enseigner, peut-être, c'est aussi apprendre. C'est très lié. Donc, il y a eu beaucoup de beaux messages. J'ai entendu le mot certitude. Enfin, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie avec l'expérience, je trouve qu'on a de moins en moins de certitude. Mais, et alors ça serait juste un petit bémol à ça, il ne faut pas non plus tomber dans le doute. Et justement, l'éducation, quelle qu'elle soit, ça permet de savoir, en tout cas c'est comme ça que je le vois, ce dont on peut être sûr et ce sur quoi on peut douter ou ce sur quoi il peut y avoir des nuances. Et je pense que, enfin, c'est mon point de vue, l'éducation, c'est vraiment ça. C'est vous donner les moyens de savoir, de vous donner les bases de certaines certitudes, que ce soit scientifiques, souvent, des sciences de gestion, des sciences plus dures comme l'ingénierie, et savoir quand est-ce que c'est nuancé, quand est-ce que les cas vous demandent de prendre du recul, d'analyser et de raisonner en termes de probabilité. Jean-Michel a aussi parlé de risque. Euh, je parlerai un peu de mon parcours après, mais je pense que le risque est un élément essentiel en finance. Quand vous parlez à des financiers, à des gens de marché, ce sont des gens qui justement savent qu'ils peuvent se tromper, savent que les marchés ou l'environnement économique peuvent leur donner tort. Donc c'est des gens qui vont, les financiers, c'est des gens qui vont raisonner en permanence en termes de scénario et en termes de probabilité. Et je pense que cette humilité de savoir qu'on n'a pas forcément raison est très importante. Euh, et l'éducation nous aide. Voilà. Donc, je vais peut-être parler un petit peu, revenir un petit peu plus généralement sur le sujet. Donc, je suis un des membres de l'équipe pédagogique. Je vais partager une petite présentation. Je vais vous parler un peu des principes de, de, de l'équipe pédagogique. Je vais vous présenter l'équipe pédagogique, les méthodes et la charge de travail, et enfin vous présenter un petit peu dans chacun des 2 années, enfin, et aussi les 2 spécialisations, les différents modules qui la constituent. Un principe fondamental pour cette formation, c'est que vous allez recevoir chez vous et pouvoir, à votre rythme, lire le cours. Il n'y aura pas de cours en amphithéâtre, ça serait une perte de temps, perte de votre temps. Vous travaillez pour la plupart. D'ailleurs, je suis assez admiratif quand je vois des gens qui font des executive masters parce que vous avez un travail, vous avez une famille, vous allez dédier des ressources, en argent bien sûr, mais en temps surtout. Et donc, il faut que ce temps soit le mieux utilisé. Donc, le cours, il va vous être délivré d'une manière électronique. Vous allez pouvoir le suivre à votre rythme. Et le temps que vous allez passer avec nous, avec l'équipe pédagogique ou avec en faisant des exercices, c'est vraiment quelque chose de très actif et qui se veut interactif. Donc ça, c'est un élément essentiel.
Un autre point, bien sûr, en finance, il y a un aspect théorique, il y a un aspect très pratique. C'est confronter cette théorie à un certain nombre de cas. Comme vous verrez dans l'équipe pédagogique, chacun d'entre nous est arrivé à l'enseignement ou à la formation au bout d'un certain parcours. Et on a tous eu un parcours professionnel en entreprise, dans les banques, dans les organisations, sur les marchés, de plusieurs dizaines d'années. Donc, on est venu là, comme le disait le docteur Asselin ou Jean-Michel, en étant un petit peu passionné par le partage d'expérience. Mais on n'est pas tous, en tout cas, des professionnels à la base de l'éducation. Je vous présente un petit peu l'équipe. Il se trouve que, alors c'est un hasard, peut-être pas, je sais, mais on a tous été à un moment, on est passé par HEC. Donc HEC, c'est une école de commerce française, c'est une grande école française, une école d'études commerciales à Gévin-Josas. Et, euh, et en France, vous savez, on a un système de concours qui a ses avantages et ses inconvénients. Et HEC est considéré comme étant en haut du tableau. Et on s'est connus, enfin, certains d'entre nous, nous sommes connus il y a quelques années quand même, hein, puisque Anne Frisch, donc, qui est la directrice pédagogique, Eric Bell, nous étions à peu près en même temps à HEC. Anne Frisch, j'ai même été en prépa avec Anne il y a fort longtemps, donc c'est des bons du lycée Louis Grand. Et Olivier et Sophie sont aussi passés par HEC. Ce qui est important, c'est de voir un peu la diversité des parcours. Anne a eu un parcours en multinationale en tant que directrice financière, administrative et financière de différentes grandes multinationales. Eric également, avec aussi au départ un début en finance de marché, en banque. Olivier, lui, c'est plus un banquier d'affaires, avec pas mal de fusions-acquisitions. Sophie également. Moi, je suis plus un trésorier d'entreprise. Alors, c'est une drôle de bête, un trésorier d'entreprise. C'est un peu le banquier en entreprise. C'est-à-dire, on est des spécialistes de la finance. Mais qu'en entreprise, dans une grande multinationale, vous pouvez avoir des départements financiers qui ont 2000 personnes. Mais en fait, il y a une trentaine de personnes qui sont des trésoriers d'entreprise et on s'occupe des marchés, financement, d'investissement. Donc, on est un peu des spécialistes de ça. Alors que vous avez, par exemple, d'autres personnes qui vont être très proches du business en entreprise, comme vous le savez. Je vais parler brièvement de mon parcours. Vous allez rencontrer, enfin, si vous êtes admis et si les autres membres du corps professoral, l'équipe pédagogique, ils vous parleront un peu plus de leur parcours. J'ai commencé, moi, chez Dow Chemical, donc une société américaine où j'ai passé 10 ans. D'abord au crédit, en fait. Crédit, c'était le risque client. Ça, j'ai bien aimé ça parce que ça nous rapprochait quand même du commercial, qui est quand même le nerf de la guerre. C'est eux qui payent les factures. Mais il y avait ce côté financier. J'aime bien ça. J'aime bien les nombres. Ça vous étonnera pas. J'aime bien les maths. Et il y avait ce côté analyse de risque qui m'a suivi un peu toute ma carrière. Ensuite, je suis allé chez Nokia. Pardon, j'ai oublié de vous dire, j'étais allé en Suisse. En fait, j'ai commencé en France, puis j'ai passé pas mal de temps en Suisse, où il y a beaucoup de centres européens de trésorerie, de centres mondiaux parfois de trésorerie, pour des raisons fiscales. Et je suis allé donc ensuite chez Nokia. Donc Nokia, c'était au début des années 2000. Donc Nokia vendait à l'époque 40% des téléphones mobiles dans le monde. Et c'était une autre culture, puisqu'après après la culture américaine, c'était une culture finlandaise, assez différente, mais très intéressante également. Ensuite, j'avais pas de travail, j'étais quand même assez pointu en produits dérivés, donc je me suis dit, ben, il faudrait travailler dans la banque. Donc je suis parti à Londres, chez Citibank, sur les marchés. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le côté dynamique et énergétique des marchés, la diversité aussi des profils, mais au bout de quelques années, l'entreprise elle-même m'a manqué. C'est-à-dire que j'aime bien quand même, pour moi, la finance est un outil au service d'un projet d'entreprise. Donc, je suis revenu en entreprise, d'abord dans le pétrole, en Suisse de nouveau, et ensuite, j'ai été trésorier international pour Cisco Systems. Donc, Cisco Systems, c'est le numéro un mondial de tout ce qui est routeur, enfin, infrastructure pour Internet. Donc, encore une fois, la haute technologie et la finance de marché. Et puis après quoi, après 25 ans, je me suis dit que j'avais envie d'être un peu indépendant, de continuer à apprendre plus, parce que je trouvais que j'apprenais peut-être pas autant que j'aurais voulu. Et donc, je suis devenu indépendant, donc en faisant du conseil,
en faisant un peu de formation. Et aussi, depuis 6 ans, comme le disait Jean-Michel, je préside l'Association européenne des trésoriers d'entreprise. C'est une association d'associations. En fait, on retrouve 24 associations nationales européennes. Et elle-même doit avoir à peu près 13 000 membres individuels. Et à ce titre, je représente les trésoriers d'entreprise dans différentes institutions, donc la Banque centrale européenne, CIBI, dans une commission sur l'avenir des paiements, parce qu'en fait, c'est en train de bouger pas mal, les paiements, comme vous le savez, enfin, pas seulement grâce à Bitcoin, mais quand même, pendant des années, les banques ont quand même pas trop, pas trop bougé sur le thème des paiements, mais je crois que Bitcoin et les cryptocurrencies ont fait bouger les choses, en tout cas, l'électronique a fait bouger les choses. Et on voit des choses arriver. Ainsi, par exemple, beaucoup de banques centrales maintenant, comme vous le savez, commencent à parler d'un euro digital, d'émettre leur propre monnaie digitale. Donc il y a des changements qui sont en train d'avoir lieu et donc le RTB, qui est un comité où différents stakeholders euh, parlent et essayent d'imaginer comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et je fais également partie, enfin, dans le stakeholders group de l'ESMA. Donc l'ESMA, vous savez, c'est l'autorité européenne des marchés financiers. Et je suis un des 30 membres qui sont là pour donner un peu leur avis sur ce que fait l'ESMA. Donc c'est intéressant de voir comment les choses se passent au niveau européen. Mais moi, je demeure un praticien, si je veux dire. J'aime la finance, comme vous vous en doutez. J'aime les marchés financiers, intellectuellement parlant. Et j'apprécie ça. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le reste de l'équipe énormément. Je crois que c'est cette volonté d'être très proche de la théorie, bien sûr, parce que c'est fondamental, mais il faut bien se rendre compte de ses limites et il y a des choses qui évoluent beaucoup. Et vous verrez, surtout en finance, il n'y a pas qu'en finance que ça existe, mais il y a des choses assez pointues, très spécifiques. Il ne faut pas avoir peur du détail en finance, il ne faut pas avoir peur des calculs. Euh, mais une fois que vous savez, vous connaissez les fondamentaux, vous savez ce qui est, dans quelle direction chercher, dans quelle direction aller. Je crois que c'est ça que vous devez euh, essayer d'atteindre. Vous devez apprendre à apprendre, apprendre dans quelle direction aller et dans quelle direction focuser vos efforts. Je suis désolé, j'emploie beaucoup de termes anglais. Bien sûr, les cours sont en français, mais vous verrez qu'ils sont parsemés de quelques mots anglais parce que la finance, surtout la finance de marché, c'est beaucoup de termes anglais. Donc, je vous prie de m'excuser si parfois j'utilise des termes anglais qui ne sont pas tout à fait corrects en français. Donc, voilà pour l'équipe pédagogique. Là, j'ai présenté l'équipe pédagogique hors CAF. Il y a bien sûr le doctorat de 5 que vous avez vu tout à l'heure et d'autres personnes d'ISM de CAF. Je vais parler brièvement de la structure. Donc, un master, c'est 2 années. Euh, et dans chaque année, vous avez entre 6 et 9 modules. En tout cas, 6 et 9 modules pour les masters executive master en finance. Vous verrez tout à l'heure les différents titres des modules. Et chaque module est divisé en 4 chapitres. Donc typiquement, je dis c'est approximatif, un module va durer 1 mois et un chapitre va vous durer 1 semaine. On s'attend à ce que vous passiez à peu près 2 heures par jour, qu'à une dizaine d'heures par semaine sur chaque chapitre. Euh, les cours donc, que vous recevrez au début de chaque module font environ une centaine de pages pour un module, donc en gros 4 fois 20, chaque chapitre faisant entre 20 et 30 pages. Parfois très technique, parfois très financier, parfois mathématique, parfois au contraire beaucoup plus généraliste. Donc vous avez un peu de tout, mais il y a ce côté pratique, j'insiste là-dessus, que vous trouverez à chaque fois. Je crois que la force de l'équipe, c'est qu'on a beaucoup d'expériences différentes. On a chacun entre 20 et 30 années d'expérience dans des domaines assez particuliers et assez différents, qui se complètent bien. Et c'est ça, je crois, la force de l'équipe. Ensuite, dans chaque chapitre, comme l'a été mentionné par Jean-Michel, vous avez donc le cours. Tout au long du chapitre, vous pouvez vous devez faire des tests, vérifier votre compréhension du cours et comme l'a été dit précédemment, on vous encourage
à les refaire aussi souvent que c'est nécessaire. Elles seront un petit peu modifiées, bien sûr, il y a un aspect aléatoire pour vous assurer la compréhension. Ça a été fait pour vous guider. Ensuite, à la fin de chaque module, vous avez un séminaire qui est en gros une étude de cas, de plusieurs cas. Vous recevez au début de la journée, donc vers 9 heures du matin, pardon, 8 heures du matin GMT, l'énoncé, et vous travaillez individuellement, puis ensuite en groupe, et vous présentez vos résultats, et ensuite dans l'après-midi, on corrige. Donc, un des membres du corps pédagogique va revoir ça avec vous, et c'est une bonne occasion, bien sûr, d'interagir. Enfin, il y a bien sûr l'examen à la fin de chaque module. Un point que je n'ai pas mentionné, mais je vais en parler dans un peu de temps, c'est les forums. Malheureusement, nous ne sommes pas physiquement ensemble. Ça serait bien sûr souhaitable, la communication directe est meilleure, mais l'avantage de la communication à distance et d'Internet, c'est que ça permet de mettre en commun quand même et de faire se rencontrer des grandes diversités de profils. Et les forums sont très utiles. Il y a un forum qui est créé pour chaque module. N'hésitez pas à l'utiliser quand vous êtes bloqué, posez des questions. Vos collègues, auditeurs ou auditrices, pourront y répondre directement, ou ça les fera réfléchir, et l'un d'entre nous répondra. Et on a pas mal d'exemples de bonnes discussions, parfois qui sont immédiatement solutionnées, c'est-à-dire qu'il y a une réponse académique directe, parfois complexe, parfois technique, mais parfois ce sont des discussions, je m'en souviens, il y en a une récemment, assez subtile, quand même, assez subtile, et vous me demanderiez dans le monde académique, vous voyez qu'il y a plusieurs réponses, parce que la finance, ça évolue. Enfin, comme vous le savez, l'économie ou la finance, c'est la confrontation quand même d'acteurs en permanence. Les marchés, c'est une confrontation d'une offre et d'une demande. S'il y a un échange sur les marchés, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut acheter, quelqu'un qui veut vendre au même prix. Donc il y a quelqu'un qui pense que la valeur est supérieure, quelqu'un qui pense que la valeur est inférieure. Donc ces gens-là ont des opinions différentes. Et c'est à ça on veut vous aider à faire votre propre analyse. Donc là, la finance, c'est quelque chose, et les marchés qui est en évolution permanente. Les traders ou les intervenants de marché sont des gens qui évoluent en permanence. Une stratégie qui fonctionnait il y a quelques années ne fonctionne plus maintenant parce que les gens la connaissent et c'est vraiment très darwinien. Donc il y a une dynamique importante et on veut vous équiper vraiment des notions euh, académiques et fondamentales pour vous permettre d'analyser et de faire votre propre lecture et de prendre vos décisions. Pour revenir aux méthodes et à la charge de travail, donc une semaine de travail pour chacun des 4 chapitres. Lisez en profondeur le cours. C'est aussi un conseil qu'on vous donne, c'est essayer de refaire les exemples du cours en prenant votre tableur, que ce soit Excel ou un autre, mais la pratique est fondamentale. Sentez ce qu'on va faire. Vous pouvez comprendre intellectuellement quelque chose en le lisant, mais l'assimilation vraiment viendra en pratiquant et en reconstruisant les exemples qu'on vous donne. Euh, faites les tests, visez 100% et travaillez à peu près 2 heures par jour. Donc là, l'avantage, c'est que bien sûr, vous pouvez travailler quand vous voulez et gérer votre plan parce qu'on a bien conscience que vous avez aussi un travail et une famille. Les forums, très importants. N'hésitez pas à les utiliser, c'est de bons débats. Et vous pouvez bénéficier de l'expérience pour vous aider de vos collègues, mais aussi les questions que posent certains d'entre vous vous seront utiles et vous aideront à réfléchir. Donc n'hésitez pas. Alors, le module, donc la première année, donc là, si je veux dire la formation initiale, est commune au master en finance d'entreprise et en ingénierie financière. Donc on va commencer, et c'est un cours qui est donné par Eric Bell, euh, par un rappel en mathématiques financières. Il y a quelques principes généraux
qui vous suivront toute votre vie et que vous utilisez probablement déjà maintenant en partie. Et je dirais la gestion de portefeuille qui est un point important, puisqu'on voit là donc non seulement des calculs, et puis il y a un peu de statistiques et de probabilité, bien sûr. Annick Hatsin, Dr Hatsin fait le diagnostic financier. Ensuite, un premier module sur la décision d'investissement. Dans le module 4, donc, je ferai une introduction aux options et aux produits dérivés. J'essaie de l'aborder en vous parlant des marchés aussi, parce que dont je me souviens souvent, c'est moi j'ai passé pas mal de temps sur les marchés, que ce soit en banque ou en entreprise, donc à faire du change, des taux d'intérêt, des actions, du crédit, donc tous ces produits. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on n'a pas tellement vu ça sur les bancs de l'école. On voit bien sûr la théorie des options, parce que Black and Scholes ont eu leur prix Nobel dans les années 70, mais les marchés eux-mêmes, on ne les enseigne pas tellement. On en parle un petit peu de manière théorique, mais peu du point de vue pratique. Et les marchés ont un jargon, ont une dynamique très propre. Donc j'essaie aussi, un peu avant d'arriver sur les options, de vous parler de ce que c'est que les marchés, de vous faire comprendre ça. Ensuite, Eric Bell, dans le module 5, vous parle du besoin de financement, comment le mesurer et le couvrir. Et enfin, Anne, la gestion du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie. Donc la trésorerie, là, comprise comme étant les liquidités. Donc ça, c'est pour la première année. En deuxième année, vous avez vraiment le choix entre deux spécialisations, une en finance d'entreprise ou une en ingénierie financière. Alors, comme le nom implicitement le dit, la finance d'entreprise, c'est vraiment focusé sur les entreprises non financières, c'est-à-dire que les lieux où la finance est un moyen. Alors, je dis souvent que l'argent, c'est un peu comme le sang pour le corps humain. C'est très important, les flux financiers, ça va alimenter les muscles, le cerveau, etc. Mais ce n'est pas ça qui fait fonctionner. Donc, si vous êtes un financier d'entreprise, en fait, vous cherchez à comprendre le fonctionnement de l'entreprise, à aider l'entreprise dans son cœur de métier, mais ce n'est pas forcément, c'est pas forcément une banque. Une banque, c'est vraiment une entreprise financière dont le cœur de métier est la finance. Donc la finance d'entreprise, comme vous pouvez le voir, on revient sur la décision d'investissement, on voit plus en avant les instruments de financement de l'entreprise, que ce soit de l'equity, enfin des fonds propres ou de la dette, et les instruments hybrides également. Ensuite, on reparle, mais beaucoup plus en profondeur, des options et des produits dérivés, avec un aspect, je dirais, quand même assez mathématique. Là. Mais ne vous inquiétez pas, on vous rappelle un petit peu les notions importantes en mathématiques, et ça vous aide, et puis ça reste encore une fois pratique. Anne vous parle de la gestion du BFR, mais avec une approche risque. Et ensuite, je vous parle de la gestion de trésorerie d'un point de vue plus général et plus en profondeur, avec les différents instruments, soit d'investissement, soit de financement. Olivier Lévin ensuite vous parlera avec son expérience des types de sociétés, puisqu'il a une importante expérience en M&A. Et enfin, Anne a créé un module sur la finance verte, qui est un thème très important, puisque ça soit, enfin l'Europe en particulier, mais les États-Unis s'y mettent aussi, la Chine, on commence à voir vraiment maintenant des labels en fait de finance verte, des instruments financiers maintenant qui sont considérés comme verts ou au contraire marron, si j'ose dire, brown. C'est-à-dire que les investisseurs maintenant et les pouvoirs publics encouragent les gens à investir dans des sociétés vertes. Et il y a toute une branche depuis 3-4 ans qui commence à émerger sur la finance verte. L'autre choix, l'alternative, c'est la spécialisation en ingénierie financière. Donc là, plus axé sur les points techniques. Vous voyez, donc, on reprend certains points, mais là encore, ça va être plus sur. Il y a d'autres points comme le LBO et puis les M&A qui sont beaucoup plus approfondis, ainsi que les offres publiques. Et on a un nouveau module donc, de titrisation et d'actifs immobiliers, puisque ce sont quand même des choses assez importantes. La financiarisation, la titrisation n'était plus très à la mode après la grande crise financière de 2008, mais c'est un
quand même un très bon outil, puisqu'en fait, en titrisant des choses, vous arrivez quand même à bénéficier de la diversification qui est très importante. Donc, je vous ai présenté un petit peu rapidement peut-être les modules et les programmes des 2 années. On essaye, chaque prof a son propre style. Là, je vous ai mis les exemples d'iconographie. On essaye de rendre le cours vivant. Ce ne sont pas des polycopiés et des pages. Il y a beaucoup de graphiques. On essaye d'introduire en fait des aspects un peu vivants pour que vous repériez. Donc là, il y a un exemple d'iconographie qui vous permet de voir un petit peu où sont les concepts, les aspects pratiques, les points délicats. Donc, on essaye de faire des choses qui soient vivantes. Je vais m'arrêter là sur la partie présentation et je vais peut-être prendre vos C'est questions. bien cela. Est-ce que si celui qui pose la question n'a pas fait de M1, qu'il va directement sur le M2 ingénierie financière, il pourrait être à l'aise? Je pense que ça dépendrait peut-être de sa formation de base, mais Alors, je vous laisse répondre d'un point de vue académique et de point de vue diplômant, bien sûr, mais je vais peut-être répondre moi de mon côté sur le fond et sur les connaissances. Alors, ça va, comme vous l'avez dit, très justement, docteur Hatsin, ça va vraiment dépendre du parcours, que ce soit éducatif ou professionnel, de la personne. Euh, si vous êtes, par exemple, si vous voulez faire le M2 ingénierie financière sans avoir fait le M1, il est quand même conseillé d'avoir de bonnes bases en mathématiques financières, d'avoir une bonne intuition, enfin de ne pas avoir peur des maths financières, de ne pas avoir peur des chiffres. Ça, je pense que vous êtes des financiers, donc ça devrait être le cas, mais il faut quand même une base, une facilité euh, en mathématiques financières et être à l'aise avec un tableur. Désolé de parler de tableur, on ne veut pas forcément toujours parler d'outils, mais c'est important. Le tableur, quoi qu'on en dise, c'est quand même une merveilleuse machine à calculer qui vous permet de créer des choses, de créer des projets, de vérifier, de faire des simulations. Euh, c'est très puissant un tableur. Un tableur, enfin Excel, vous pouvez programmer en Excel. Donc, je dirais, soit avoir une base mathématique, en tout cas de ne pas avoir peur des mathématiques, une pratique des tableurs et une curiosité pour les choses financières et déjà une certaine habitude quand même. Ouais. Clairement, une licence en maths, à mon avis, c'est un niveau, un bon niveau qui n'est pas forcément spécialiste de tout, mais en tout cas, vous avez un bon niveau de base, il n'y aura pas de problème pour suivre ensuite le M2. Vous avez l'habitude, comme vous pouvez l'imaginer, enfin, vous allez voir les produits dérivés, donc c'est de la dérivée mathématique, c'est des intégrales, c'est des fonctions exponentielles, vous avez des statistiques, des probabilités, c'est ça. alors, professeur, pour renchérir un peu sur ce que vous venez de dire, avec la licence en mathématiques, il faut que vous ayez des années d'expérience professionnelle pour pouvoir candidater en VAP. Parce qu'après le ME2, c'est un diplôme de niveau Bac plus 5. Donc, pour y aller, il faut au préalable avoir un Bac plus 4 pour candidater en direct. Donc, si vous n'avez pas le Bac plus 4, il faut au moins avoir au moins 3 années d'expérience professionnelle pour pouvoir prétendre candidater en VAP. Ainsi, par la validation des acquis professionnels, vous pourrez être retenu. Vous pourrez être retenu. Alors, est-ce que quelqu'un qui a une maîtrise obtenue dans une université publique peut directement faire le master 2? Alors, à cette question, professeur, je vous laisse répondre. Non, non, j'allais dire que pour le côté purement équivalence, je préfère que vous répondiez Tout à fait. vous. Tout à Moi, je fait. répondrai plutôt D'accord. sur le contenu et sur le côté pratique, si vous permettez. Ça marche, c'est bien noté, professeur. Alors donc, à cette question, je répondrai sur le principe, oui, vous avez un bac plus 4, vous pouvez candidater pour un diplôme de niveau bac plus 5. Après, vous soumettez au processus, le jury étudiera votre dossier. Après les tests, vous aurez votre réponse. Donc oui, vous avez les arguments pour candidater en master 2. Je vois une question que je vais prendre là pour être un bon analyste crédit, quelle formation conseillez-vous?
donc finance d'entreprise ou ingénierie financière pour une personne exerçant déjà en banque. Alors, juste une chose, il y a deux types d'analyse crédit. Par exemple, en banque, vous pouvez avoir l'analyse crédit gestion pour financer des entreprises. Donc là, ça sera plus en fait une analyse type finance d'entreprise. Ou alors l'analyse crédit considérée comme plutôt l'analyse crédit de marché, c'est-à-dire celui qui va conseiller, par exemple, qui va écrire des white papers pour conseiller toutes les organisations pour investir dans des papiers de crédit. Alors là, par contre, c'est plus celui d'ingénierie financière. Voilà, ok, gestion finance d'entreprise. D'accord, ok. Donc si c'est pour prêter des entreprises dans le métier classique de banquier, je dirais plutôt finance d'entreprise parce que ce qui va compter, c'est vraiment l'analyse financière, les ratios. Si vous me disiez non, je veux être un analyste crédit parce que je veux faire des credit default swaps, etc., je vous dirais c'est plutôt l'ingénierie financière. On traite bien sûr des deux et dans les deux, vous allez voir un peu des deux, mais si vraiment c'est les credit default swaps, là c'est l'ingénierie financière. Sinon, c'est de l'analyse financière, c'est plus le ME2, finance d'entreprise. Alors, on a une autre question qui nous revient sur la licence de mathématiques. Vous y avez répondu tout à l'heure. Est-ce que c'est suffisant pour faire l'un de nos masters? Alors, je vous laisse répondre du point de vue académique, mais je dirais d'un point de vue des Tout à connaissances, fait. je dirais Tout à oui. fait. C'est-à-dire, vous avez le bagage, vous avez l'habitude, vous savez ce que c'est qu'une dérivée, une intégrale, vous l'avez peut-être oublié, mais vous le savez encore, vous l'avez appris, et ça vous aidera énormément. C'est un CAPES aussi, enfin, je ne suis pas spécialiste du CAPES d'Abidjan, mais oui, les gens qui ont fait un CAPES sont des gens qui ont quand même un bagage mathématique suffisant pour suivre. Voilà, 10 ans d'expérience, ainsi en maths, oui. Alors donc, au niveau académique également, oui, vous avez les arguments pour candidater. Comme je viens de le dire, s'agissant d'une licence, si vous candidatez pour un EME2, donc un bac plus 5, il faut la sortie d'expérience professionnelle justifiée et par la VAP, vous pourrez candidater. Et je tiens à préciser que dans les formations de finance, il n'y a pas que des personnes ayant des formations ou de la pratique en finance et même en gestion. On a dans nos formations des informaticiens, on a dans nos formations des juristes. Et en général, c'est pas vraiment pour les mettre en avant, mais ces personnes réussissent assez simplement parce qu'elles sont conscientes de leurs limites, de leurs lacunes, peut-être fournissent plus d'efforts en se disant, comme je viens peut-être des sciences juridiques, j'ai pas forcément les mêmes arguments que ceux qui ont été en gestion ou qui avant ont fait de la finance. Donc, ces personnes-là s'impliquent plus dans leur formation. Donc, tout est une question de volonté et d'implication. Des moyens que vous allez mettre à disposition, le temps que vous allez bien vouloir consacrer à votre formation, c'est ce qui va faire la différence. Donc, faut pas qu'on pense que si j'ai pas fait gestion, comptabilité avant finance, je peux pas candidater pour une formation de finance. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de passer par le M1 pour avoir les prérequis et aller au M2 pour être plus détendu dans ce M2. Si je peux me permettre de compléter aussi, ce sont des profils intéressants, informaticien ou juriste pour la Tout à finance. fait. Je dirais qu'un informaticien, c'est quelqu'un qui fait des maths de manière pratique. C'est quelqu'un de logique, qui programme, et la programmation, c'est utile. Moi, j'avais programmé depuis longtemps, ça m'a été très utile dans mon métier. Très, très utile. Gros avantage. Et un juriste aussi, si un juriste, par exemple, vous avez des juristes de marché, c'est-à-dire qui vont rédiger de manière très précise les documents, que ce soit pour des émissions d'obligations ou d'actions, ou les term sheets pour les produits dérivés. C'est un esprit logique, c'est une expérience qui est utile. Plus de ce que venait de dire Annick, le docteur Astin, qui dirait que ces gens ont conscience qu'ils ne sont pas directement initialement des financiers, mais c'est très utile. Ça complète très bien la formation. Alors, s'agit-il d'un programme pour travailleurs ou étudiants? Alors, le programme est ouvert à tous. Il est ouvert à tous. En majorité, les auditeurs sont travailleurs, mais il y a quelques étudiants qui sont inscrits dans le programme. Donc, il n'y a pas de spécificité à ce niveau.
Et Je dirais les qu'on a, plannings, vous le verrez, permettent à tous de pouvoir participer à ces programmes. je dirais que l'équipe pédagogique est assez consciente euh, que bon nombre des auditeurs, en fait, travaillent. Donc, avec ça, c'est bien sûr, vous avez un temps limité, mais aussi, vous avez une expérience, vous vivez l'entreprise, vous savez ce que c'est. Quand on sort plus jeune pour la première fois des bancs des universités, on n'a pas d'expérience. Et parfois, on a du mal à comprendre certaines choses. Et au contraire, avoir une expérience en entreprise, Ouais. ça permet de raisonner. Je vous disais, vous voyez un peu les profils des gens du corps professoral. On est tous passés par l'entreprise. Et on apprécie d'ailleurs de parler avec des gens qui sont en entreprise parce que la discussion devient pratique et on va directement dans le vif du sujet. En général, on se comprend bien. Concernant les tableurs, avez-vous un topic sur le VBA? Alors, hmm, pas normalement, non. Vous voyez. Dans le module sur les options, euh, il est très tentant. euh, et je parle un tout petit peu de VBA et de programmation dans Excel, de vraie programmation si je veux dire dans Excel, parce que ça peut être utile, clairement. Mais ça va dépendre un peu du niveau du groupe d'auditeurs. On va, encore une fois, on peut simplifier les choses et on peut aller en profondeur en faisant du VBA, si vous voulez, autre chose. Mais tous les auditeurs ne pourront pas forcément suivre. Donc, je laisse, si j'ose dire, le choix, par exemple, enfin, j'ai en tête quelque chose, enfin, pour Black and Scholes et pour toutes les valorisations d'options, on peut vraiment les faire de trois manières différentes, hein. Et on propose dans le module trois manières de faire les exercices. Une en utilisant des ressources sur Internet, pour les gens qui sont allergiques, vraiment très allergiques à certaines choses. Une qui est de l'Excel relativement classique, sérieux quand même, parce qu'il ne faut pas se tromper dans les formules, c'est des formules relativement complexes. Et une troisième possibilité avec le VBA. Mais ne vous attendez pas à avoir quand même tout un module en VBA. C'est même en ingénierie financière, c'est pas l'objectif de vous apprendre à programmer en VBA. J'adore ça, moi j'adore la programmation, hein, mais c'est pas l'objectif du coup. Alors, combien de temps devrait durer un module? En moyenne, combien de temps devrait durer un module, surtout en termes de semaines? Alors c'est typiquement 4 semaines un module. Dans certains cas, il peut arriver que ça soit jusqu'à 6 semaines dans certaines périodes de l'année, mais typiquement c'est 4 semaines. C'est Donc ça. on fait en sorte de découper pour qu'il y ait un rythme assez régulier qui vous est, je pense, bénéfique. Alors, est-ce que le séminaire se déroule sur une journée entière? C'est quasiment une journée entière, oui. Oui, c'est à peu près 8 heures. Il y a un petit break, mais ça vous l'utilisez comme vous voulez, mais c'est 8 heures, typiquement. Ça peut durer un peu plus longtemps, parfois ça peut déborder, mais c'est 8 heures. Alors, j'ai une question qui porte sur le doctorat, donc je la prendrai celle-là. Est-ce qu'après le M de ingénierie financière, il y a un programme pour le doctorat? Vous vous inscrivez normalement à un EME, pardon. Ce sont des masters professionnels qui n'ont pas vocation normalement à déboucher sur le doctorat. Toutefois, dans le cadre particulier d'ISM Paris est en train de mettre en place avec l'Université Félix Houphouët-Boigny une chaire de recherche qui lui permettra de prendre à terme certains auditeurs en recherche, donc en doctorat. Mais pour le moment, ce dispositif n'est pas encore prêt. Une fois qu'il sera prêt, on communiquera là-dessus avec tous les auditeurs pour que ceux qui sont désireux de le faire, bien entendu, s'ils ont l'accord des directeurs de recherche, puissent aller au doctorat. Est-ce que vous voulez savoir quels sont typiquement les débouchés? C'est très varié, c'est quand même très très varié. Dans entreprises, ça serait plutôt des entreprises non financières, bien que une personne l'a posé comme question. Si vous êtes en banque et vous voulez faire de l'analyse crédit pour prêter à des entreprises, je trouve que le master spécialisé en finance d'entreprise est utile parce que ce qu'on vous demande, c'est vraiment de connaître l'entreprise et vous aurez une bonne connaissance intime, si j'ose dire, de l'entreprise. Maintenant, si vous voulez faire de la finance de marché, probablement en banque, là, j'irai plutôt vers l'ingénierie financière. Donc, et sinon, tout est possible. Est-ce que vous avez en finance, il y a beaucoup de métiers en finance d'entreprise, vous avez les gens qui vont être proches du business, c'est-à-dire qui vont travailler avec le business pour les aider à financer leur prendre les bonnes décisions. Vous avez des gens beaucoup plus spécialisés, comme les trésoriers, qui vont être les banquiers à l'intérieur de l'entreprise. Sinon, en banque, vous avez énormément de spécialités, que ce soit dans
le crédit documentaire, que ce soit dans la finance de marché, le M&A, donc vous avez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de possibilités. Un master en finance est un bon diplôme. L'audit aussi, c'est un très bon, enfin, il y a plusieurs types d'audit. C'est un bon parcours pour rebondir, pour poursuivre, absolument. Dans l'inspection du Trésor, je ne suis pas forcément sûr exactement, enfin, d'un point de vue fiscal, ce que couvre le poste, mais bien sûr, c'est nager dedans, si j'ose dire. Est-ce que c'est plus, ça dépend si votre métier est le placement des fonds publics ou est-ce que c'est l'analyse et le suivi des entreprises? Je ne sais pas, il y a plusieurs, je suis pas très sûr de ce qu'on met derrière le terme trésor dans votre pays. Ça dépend donc je vais être un peu prudent dans la. Vous pouvez préciser la question? Alors, la question que je posais tout à l'heure sur l'expérience professionnelle, la personne souhaiterait savoir comment elle justifie son expérience professionnelle. Alors, vous pouvez justifier votre expérience professionnelle avec un contrat de travail, une lettre de recommandation, c'est-à-dire tout document qui nous permettra de voir que vous avez effectivement passé le temps que vous dites avoir passé dans telle entreprise ou pas. Alors, je souhaiterais savoir s'il est possible d'avoir des dispenses en DCG ou DSCG avec le ME2 ingénierie financière. Alors, normalement, si j'ai compris le sens de la question, c'est est-ce que, après avoir fait l'ingénierie financière, vous arrivez à capitaliser certains modules? Normalement, dans le LMD, la capitalisation des modules est admise, mais après, tout dépend des écoles et des institutions. Normalement, dans le LMD, je fais une formation, j'ai des acquis en termes de modules de formation. Si je vais vers une autre école faire une autre formation, qu'elle soit une autre école ou pas, ces modules peuvent être capitalisés, mais après, sur le terrain, ce sont les écoles qui décident ce qu'elles font sans obligation particulière. Donc, il est assez difficile de répondre de façon précise pour une école ou une autre. Alors, est-ce qu'il est possible de faire un double diplôme pour l'EME2 Finance afin d'avoir les deux formations en finance et être outillé pour tous les fronts? Bon, techniquement, ce n'est pas impossible. Bien au contraire, les deux formations peuvent être complémentaires, sinon sont complémentaires. Déjà, la finance d'entreprise vous permet d'avoir une vue large de la finance, donc à peu près toutes les disciplines de la finance dans l'EME finance d'entreprise. Mais après, vous venez vous spécialiser en ingénierie financière. Donc, ces deux diplômes peuvent être complémentaires. Après, donc, c'est possible de le faire, ça ne pose vraiment aucun problème. L'ordre dans lequel vous commencez, on ne peut vous l'imposer, mais effectivement, il est possible de faire les deux diplômes. Mais après, tout dépend vraiment de vos objectifs. Pourquoi faire les deux? Je vois que vous dites pour être bien outillé sur tous les fronts. Oui, c'est une possibilité. Et puis après, ça va dépendre, comme je le dis, vraiment de votre ambition, de vos objectifs. Pourquoi forcément les deux? Voilà. Sinon, sur le principe, oui, vous pouvez faire les deux formations. Ok, une question, et pardonnez-moi, on l'a sauté sur le mobile money. Alors, Ah on va oui. parler un petit peu du mobile money et enfin, des cryptocurrencies, des tokens, etc. On va pas forcément aller dans le détail parce que, souvenez-vous, c'est quand même une formation académique, donc on vous donne les grands principes. On parlera du mobile money. Je peux vous parler brièvement de qu'est-ce que c'est que l'argent, qu'est-ce que c'est que la monnaie. Il y a trois choses fondamentales. C'est un moyen d'échange, c'est une unité de compte, d'accord? Ça a remplacé le troc, c'est très important. Et c'est une unité pour conserver la valeur. Il y a beaucoup, et vous avez raison, de dire que les fintechs révolutionnent les choses. Les banques ont pendant très longtemps une position relativement confortable et les choses changent. Maintenant, les choses sont encore fluctuantes. Je pense qu'on parlera en cours de grands principes, oui, sur le mobile money, sur les cryptocurrencies, sur les tokens, etc., sur les digital money, mais on ne va pas aller dans le détail parce que c'est vraiment un secteur qui est en perpétuelle évolution, qui ne s'est pas encore tout à fait trouvé, pour être tout à fait honnête. Je me souviens avoir, il y a 2 ans, avoir fait au sein de l'ESMA, enfin, un papier une analyse sur justement les digital currencies. La réglementation se cherche. Et vous avez vu encore récemment, enfin bon, il y a El Salvador qui a pris Bitcoin comme legal tender, enfin comme monnaie officielle. Bon, Bitcoin s'est cassé la figure quelques jours plus tard. C'est très volatile. Donc les marchés se cherchent encore. Donc, la réponse c'est oui, on va en parler.
mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise voilà les choses, voilà ce qui va se passer, parce que le marché se cherche actuellement. Et ça va prendre un certain temps. Donc oui, on en parlera, on pourra parler des grands principes, mais on ne vous donnera pas la liste des 50 fintechs qu'il faut suivre, parce que, et on en parlait d'ailleurs au sein des associations de trésorerie, ça change tout le temps. En revanche, on essaiera de vous donner les outils un peu pour analyser, pour que vous vous posiez les bonnes questions. Alors, comment se font les travaux en groupe puisqu'on ne peut pas se voir physiquement? Je réponds à cette question. Donc, pour ce qui est des travaux en groupe, vous voyez, c'est vrai qu'on ne se voit pas physiquement, mais ce soir, nous sommes tous réunis ici à cette réunion de présentation. Nous allons vous indiquer les canaux possibles pour pouvoir travailler ensemble, notamment les classes que nous vous ouvrons sur Webex Teams. Les groupes ont des classes sur lesquelles vous avez la possibilité de travailler ensemble, vous voir virtuellement, échanger vos papiers. Celui qui, par exemple, si on a un exercice de groupe à rédiger, on est tous connectés, on travaille. Celui qui a la copie du groupe peut faire un partage d'écran. Donc, à ce niveau, ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs moyens pour vous permettre de travailler ensemble. La formation est à 1 800 000 pour l'EME2 et 920 000 francs pour l'EME1. Plus Si vous de n'avez plus de questions? questions pour moi, je vais vous laisser. Je serai très heureux Tout à de vous fait, retrouver, en tout cas tout à fait. dans quelques semaines. Et bonne chance pour votre parcours. Merci beaucoup, professeur. À Merci. bientôt. Au revoir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, est-il possible d'avoir une bourse? Sur ces formations, nous n'avons pour le moment pas de bourse. Les formations sont prises en charge directement par les auditeurs. Certains se la font payer par leurs entreprises, mais ce sont des formations qui sont prises en charge directement. Il n'y a pas de bourse dans le cadre de nos formations pour le moment. Les groupes de travail sont constitués selon des critères propres à nous que nous définissons et nous communiquons à chacun des auditeurs les groupes qui sont formés. Nous observons un certain nombre de critères qui nous permettent d'établir une égalité dans la constitution de tous les groupes. Alors, pour ce qui est des coûts, je reprends. L'EME1 est à 920 000 francs et l'EME2 à 1 million. Alors, quelles sont les accréditations ou labels dont bénéficie cette EME? Dans le cas d'ISM Paris, nous sommes avec une école d'État, donc une école française publique. L'école française publique délivre des diplômes, donc c'est des diplômes délivrés de l'État français. Ce sont des diplômes qui ne souffrent d'aucun problème de reconnaissance. Contrairement aux écoles privées, c'est parce qu'elles sont des écoles privées qu'elles ont besoin d'accréditation ou des labels pour être reconnues. ISM Paris fait partie du groupe ISAE. Au-delà de ça, je peux vraiment vous garantir que les diplômes d'ISM Paris ne souffrent d'aucun problème de reconnaissance. Ce sont des diplômes d'école publique, donc c'est l'État français qui délivre les diplômes. Vous pouvez candidater avec votre licence en mathématiques. Vous n'avez pas fait d'études en finance, cela ne pose pas de problème. Vous candidatez au master. Si vous devez candidater en M2, théoriquement, il faut que cette licence soit assortie d'années d'expérience professionnelle, donc au moins 3 ans. Comme ça, vous allez candidater, soumettre votre dossier et le jury vous répondra. Le Master 1 est à 920 000. Alors, quelle est l'équivalence de l'EME1? L'EME1, c'est le Master 1, donc c'est ce qu'on appelle communément le Master 1. L'EME est en deux parties. Première partie M1, deuxième partie M2. Le diplôme est remis en visioconférence. Nous organisons une remise annuelle dans l'un des centres que nous avons, dans un centre régional. Nous organisons une remise annuelle et à l'occasion de cette remise annuelle, nous remettons les diplômes en présentiel. Alors, la rentrée pour l'EME1 est le 13, la rentrée pour l'EME2 le 6. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pour ceux qui n'ont pas encore candidaté, vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire dès ce soir, vous pouvez y aller. Nous restons disponibles pour vous accompagner. Donc, toute l'équipe de CAF reste disponible pour vous accompagner. Je demande au service recrutement d'indiquer les contacts WhatsApp ici dans le chat de sorte que les candidats
questions, des préoccupations qui restent en suspens ou qui ont besoin d'assistance pour le processus de recrutement puissent nous solliciter directement. Donc, le temps de voir arriver, peut-être une autre question. Je tiens vraiment à vous rassurer quant aux diplômes que vous avez en face de vous. C'est des diplômes de qualité. C'est vraiment une chance exceptionnelle que vous avez d'avoir ces diplômes à ces coûts-là et sous ce format qui vous permet de rester chez vous, de garder votre emploi et d'accéder à une formation vraiment de qualité, à des diplômes français de qualité. Ne vous privez pas, ne vous censurez pas. Il faut y aller. Il faut y aller faire sérieusement cette formation, la suivre, prendre le temps qu'il faut pour cette formation et vous réussirez. Vous verrez qu'avec ces diplômes, vous ferez la différence sur le terrain. Pour ceux qui suivent bien la formation, qui travaillent comme il le faut, qui ne remettent pas à demain ce qu'ils ont la possibilité de faire, qui travaillent vraiment très sérieusement, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à avoir les bénéfices directs de cette formation. Alors, il me semble que nous n'avons plus de questions. Si nous n'en avons plus, tel que je le pense, je tiens à remercier tous les participants à cette réunion de rentrée. Donc, je vous dis sincèrement merci d'avoir été présents à cette réunion de rentrée. Elle prend cette fin maintenant, mais nous restons à votre disposition, tous autant que nous sommes, toute équipe de CAF, pour vous accompagner chaque jour. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est déjà octobre, il faut y aller, il faut candidater maintenant. Maintenant même, il faut candidater. Nos contacts vous sont rappelés par l'équipe de recrutement ici dans le chat. Notre WhatsApp, vous pouvez nous contacter à tout moment, nous vous répondrons. Vous nous laissez un message si vous avez une préoccupation, si vous avez besoin d'assistance. Là également, nous allons vous répondre et vous accompagner dans ce processus. Donc, je vous dis encore merci, grand merci à vous et à bientôt en espérant vous voir dans nos formations. Merci. Au revoir.